messieurs, bonjour et bienvenue dans Idée. Aujourd'hui, Idée va vous parler d'une année à une autre. Nous sommes pendant les périodes de fin d'année. Nous allons finir une année, nous allons entamer une autre. Comment faut-il se comporter? Quelles sont les différentes hypothèses qui se présentent à nous? J'ai à mon côté Ange Balogou, il est sociologue, il est pasteur du royaume de Christ. Certainement qu'il est dans sa judiciaire des éléments pour nous édifier nos comportements durant cette période de transition d'une ancienne année vers une nouvelle année. Pasteur Balogou, bonjour et bienvenue dans Idée. Bonjour Monsieur Condor, je remercie la TVT et vous pour l'opportunité que vous nous donnez. C'est un immense plaisir de revenir sur ce plateau, du donner et du recevoir. Et au passage, nous saluons les téléspectatrices et les téléspectateurs de cette émission si enrichissante, Idée. Idée va réfléchir sur cette période dans laquelle nous sommes, à savoir quitter une ancienne année vers une nouvelle année. Oui, c'est vraiment important parce que justement, nous sommes à la fin de l'année et il s'agit d'une période très sensible parce que le comportement humain diffère selon que nous sommes en début d'année, au milieu de l'année ou à la fin de l'année. Et la fin de l'année tout particulièrement est marquée par une certaine effervescence qui s'explique par le fait qu'il s'agit d'une période transitoire qui marque la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle annuel. Très important, si cette période n'est pas bien appréhendée, à partir de certains outils et de certaines informations, on risque de rater la nouvelle année. D'où la pertinence de ce thème d'une année à une autre. Quand vous parlez de bien appréhender, qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire qu'il faut adopter une certaine série de comportements à la fin de l'année. Notamment, il faut s'évaluer parce que ce soit les PMI, les PME, l'administration publique, le secteur privé, le secteur formel, le secteur informel bureaucratisé, nous entendons ces acteurs parler d'évaluation, de bilan. Mais tenez, la première entreprise qui ait jamais existé et qui continuera d'exister, c'est l'homme. En tant que tel, lorsque l'homme commence une année et arrive à la fin de l'année, il est impératif qu'il fasse une pause pour s'évaluer. Et parlant d'évaluation, vous savez, lorsque quelqu'un va à l'hôpital et dit qu'il veut faire un bilan, on le soumet à une série d'évaluations, d'examens. Et ce sont les résultats de ces évaluations qui constituent pour lui son bilan de santé. Et c'est pareil lorsque nous parlons de bilan de fin d'année ou d'évaluation. C'est une série d'évaluations qu'il faut mener sur soi, sur sa personne. Et ce sont les résultats justement de ces différentes évaluations qui constituent notre bilan. Mais très important, lorsque nous parlons d'évaluation, l'évaluation c'est un terme générique qui couvre beaucoup de domaines. Par exemple, nous parlons d'évaluation pédagogique. Là, il s'agit d'examiner l'apprenant pour voir s'il a assimilé le savoir-être, le savoir-faire, le savoir qui lui ont été transmis durant une certaine période donnée. Il y a l'évaluation scientifique, il y a le suivi-évaluation de projet, l'évaluation d'entreprise, mais pour contextualiser notre débat, nous voulons parler ici de l'évaluation que l'homme mène sur soi-même. Et là, très important, il faudrait comprendre d'abord ce que c'est que l'évaluation. Le comité d'aide au développement de l'OCDE définit l'évaluation comme une fonction qui consiste à apporter une appréciation aussi systématique et objective que possible sur un projet, sur un programme, une activité, un comportement. Et très important, il y a un auteur qui s'appelle Paton Michael, il dit que chaque être humain porte des verres au travers desquels il lit la réalité. Ainsi, la lecture de l'un diffère de l'autre.
C'est pourquoi justement il préconise d'avoir des critères et des indicateurs pour pouvoir faire une évaluation objective. Donc lorsque nous parlons d'évaluation, il s'agit de notation, d'examen, de délibération, d'appréciation, mais qui doit respecter le critère d'objectivité. Maintenant, lorsqu'il s'agit de l'évaluation de l'homme, on peut parler d'auto-évaluation ou le fait de se faire évaluer par autrui. Mais lorsqu'il s'agit d'auto-évaluation, un certain nombre de critères doivent être respectés, notamment le critère de la sincérité, le critère d'objectivité, le critère de la vérité. Et à tout prix, il faut éviter les biais cognitifs. Nous entendons par biais cognitifs l'ensemble des jugements rapides, intuitifs, ou des formes de pensée qui dévient de la logique ou de la rationalité. Exemple, le biais de confirmation. Vous savez, vous pouvez avoir une opinion et toute autre opinion qui va à l'encontre de votre opinion, vous l'écartez systématiquement. Vous vous entourez des gens seulement qui pensent comme vous. Et lorsque quelqu'un est dans cet état d'esprit, il est clair que s'il veut s'évaluer lui-même, il risque de biaiser son évaluation. Maintenant, lorsque nous voulons nous faire évaluer par autrui, il est important que celui qui va nous évaluer soit une personne sincère, que cette personne n'ait pas la langue de bois, que cette personne soit objective. Et nous, à notre niveau, nous devons être assez humbles pour accepter les résultats de son évaluation. Très important. Vous savez, lorsque vous allez à l'hôpital pour faire un bilan, avant le bilan, quelquefois, on se croit bien portant. On dit tout va bien, je ne sens aucune douleur. Mais très important, lorsqu'on va faire l'évaluation ou le bilan, ce n'est qu'après cela qu'on se rend compte que non, mais ça ne va pas. Donc c'est pour dire que l'évaluation a le mérite de nous ouvrir les yeux pour faire un état des lieux. Ça nous donne la clairvoyance, la perspicacité, ça nous donne une certaine lucidité. Et justement, à partir de là, nous pouvons fixer les bonnes règles, les bons objectifs et pour appréhender la nouvelle année. Mais je ne dois pas oublier, qu'est-ce qu'il faut évaluer ou comment mener l'évaluation? Très important. Ces deux questions s'entremêlent. Il y a un certain enchevêtrement entre les deux. Vous savez, ce qu'il faut évaluer, il s'agira d'abord d'évaluer l'être. Je n'aimerais pas parler ici de l'ontologie aristotélicienne, mais de l'évaluation de l'être, tout court, du faire, de l'avoir ou des avoirs, ensuite des objectifs qu'on s'était fixés en début d'année. Parce que s'il n'y avait pas ces objectifs fixés, bon, quelle évaluation nous allons faire finalement? Oui, avant d'arriver à Ange Balougou, vous voulez, à partir de cela, dire que la fin de l'année et le début d'une autre année, ce n'est pas une période festive? Oui, mais au-delà de la fête, vous savez, lorsqu'on se laisse emporter par la fête, on risque de perdre l'essentiel. Et on risque, naturellement, de perdre la nouvelle année. C'est pourquoi les gens se retrouvent dans l'année et tout de suite, ils sont en juin, ils sont en décembre, ils se disent, mais l'année est passée si vite. Parce qu'on s'est laissé omnubiler par les fêtes, on a dépensé, on a fait de grandes fêtes. Mais normalement et naturellement, c'est une période de réflexion sur soi. Et ce n'est qu'après la réflexion qu'il faut se réjouir. Et si la réflexion est bien menée, parfois même on se dit, je n'ai même pas la raison de pouvoir mener une grande fête. Cela veut dire que s'il faut s'en tenir à ce que vous dites, cette période où la boisson va couler, on va manger, on va boire, on va danser, il faut rationaliser cela. Très important. Il faut une rationalisation parce que justement vous retrouvez les gens qui en cette période se permettent même de vendre des biens précieux pour seulement fêter. Et en janvier, ils courent par-dessus les rues pour demander des prêts pour justement entamer l'année. Mais c'est paradoxal. Mais celui qui avait de l'argent en fin d'année,
s'il avait pris le temps de pouvoir planifier l'année, d'avoir des projets, je crois que son attitude en fin d'année serait différente. C'est pourquoi il faut aller au-delà de la mêlée pour justement se poser les meilleures questions en fin d'année. Cela nous permet justement de pouvoir mieux appréhender le début d'année. Et très important, le début d'année détermine aussi la réussite de l'année. Il faut bien commencer son année. Les uns et les autres se préparent pour les fêtes de fin d'année. Et quand vous voyez ce spectacle où les gens se préparent activement pour les danses, pour les invitations, pour le manger, pour le boire, vous, en tant que pasteur, en tant que sociologue, qu'est-ce que vous avez en votre intérieur? Je crois bien qu'avant même de pouvoir danser, je ne suis pas contre la joie. La joie fait du bien au corps. Mais avant de pouvoir se donner à cœur joie à la fête, il est très important de pouvoir réfléchir sur la vie qu'on a menée au cours de l'année. Et c'est pourquoi justement je parlais en disant qu'il faut évaluer son être. Qui j'ai été au cours de l'année? Ai-je été une personne digne de conscience, une personne compétente, une personne intègre, une personne loyale? Après, je dois questionner mes capacités. Est-ce que, justement, ma capacité à pouvoir interagir avec les autres était à la norme? Ma capacité à réagir face aux situations, ma capacité à produire des solutions, ma capacité à réagir, ma capacité, justement, à être moi-même. Il faut évaluer ses capacités. Et après, il faut évaluer son faire. J'aimerais dire par là, qu'est-ce que nous avons fait concrètement au cours de l'année? Qu'est-ce que j'ai fait? Quelles sont les actions menées? Et ces actions m'ont donné quoi concrètement? Ça, c'est les avoirs. Qu'est-ce que les actions ont produit? Et très important, lorsque nous parlons de production, là, la production peut être d'ordre matériel. Ça, c'est des possessions. J'ai construit une maison, j'ai acheté un terrain, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais au-delà, il y a aussi des avoirs immatériels. Quel a été mon impact sur autrui? En quoi est-ce que j'ai contribué à faire évoluer la vie de mon entourage, des gens qui sont les miens? Et après, quels sont mes avoirs immatériels? Qu'est-ce que j'ai appris? Quelles leçons j'ai tirées de mes différentes expériences au cours de l'année? Et ce sont ces différents éléments qu'il faut évaluer avant de pouvoir évaluer justement ces objectifs. Est-ce que les objectifs que je me suis fixés au début de l'année sont atteints? Je les ai réalisés à 200%, à 100%, à 80%, à 50% ou à 0%? Merci beaucoup. Avant de continuer sur la méthodologie de l'évaluation, question concrète. Quelle est la différence entre celui qui arrive à s'évaluer et celui qui ne s'évalue pas? Très important, celui qui s'évalue, il a la clairvoyance de prendre les bonnes décisions, de pouvoir se fixer de bons objectifs pour sa nouvelle année. De dire, non, je ne vais plus me comporter de telle façon, je vais me comporter maintenant de telle autre façon. Mais celui qui ne va pas s'évaluer, il ne sait même pas s'il est malade, entre griffes. Il ne sait même pas que ça ne va pas, que sa vie est à la traîne, qu'il perd son temps. Il est dans une certaine illusion. Et c'est en ce moment qu'on parle de l'espoir. On se dit non, ça va aller, demain sera meilleur. Sans savoir que nous sommes les acteurs justement de ce lendemain meilleur. S'il ne s'évalue pas, il va être là, il va suivre tout et il va se dire tout ce que la vie me donne, je prends. Mais ça m'étonne, vous êtes un pasteur? Oui. Et vous dites que c'est en s'évaluant, Oui. après les conclusions, qu'on sait ce qu'il faut faire. Mais n'est-ce pas que Dieu fera tout à notre place? C'est là où nous nous trompons. Très important. Le fait d'avoir espoir en Dieu? Non, mais il faut avoir espoir à Dieu, c'est une bonne chose. Oui. Mais au-delà de ça, mais Dieu travaille. Dieu, c'est un acteur. Et s'il nous a fait selon son image et selon sa ressemblance, ça veut dire que nous devons lui ressembler.
s'il est acteur, nous devons aussi être acteurs. S'il est créateur, nous devons aussi être créateurs. Et très important, avant de pouvoir créer, Dieu fait ce que nous appelons la prédestination. Il définit un objectif et c'est à partir de l'objectif justement qu'il crée pour que sa création puisse répondre justement à l'objectif qu'il s'était fixé. Alors, très important, ceux qui se réclament même mieux connaître Dieu, nous qui nous disons nous sommes des croyants, il est impératif que nous puissions comprendre comment Dieu fonctionne. Ainsi, nous devons nous fixer des objectifs. Et c'est d'ailleurs ces objectifs qui vont constituer nos points de prière. Parce que nous agissons, nous demandons la grâce de Dieu de nous accompagner dans les actions que nous allons mener pour que nous puissions faire de notre année une bonne et heureuse année. Ça ne va pas de soi. Il faut créer son année, il faut produire son année, comme Dieu l'avait fait. Vous savez, si nous suivons le récit de la création, a été débité, mais il était dit que la terre était informe et vide, etc. Mais lorsque le Créateur est venu, il a changé les choses. Il n'est pas là, il n'a pas croisé les bras, non, il a changé. Donc, nous devons aussi changer les choses. On ne change pas les choses en juste priant. Non, on change les choses en priant et en agissant. Oui, Ange Balogun, vous voulez dire que l'homme serait l'artisan de son propre bonheur? Très important. Il l'est. Et il doit l'être. Et chaque pensée que l'homme émet, chaque action que l'homme pose, conjugue son bonheur. Mais s'il est là, il ne fait rien, il ne pose aucune action, et il se dit que non, Dieu fera tout, mais il sera surpris. C'est ainsi que plusieurs sont surpris et finalement, lorsqu'ils voient quelqu'un conduire une belle voiture, ils disent « Ah, telle personne est sectaire ». Vous savez, très important, lorsqu'on est croyant, quoique je ne suis pas ici pour parler d'église, il est très important de comprendre que nous aussi, nous sommes capables justement d'avoir les belles choses, les bonnes choses de la vie. Si les Écritures nous disent que à Dieu la terre et tout ce qu'elle renferme, et si nous disons que Dieu est notre Père, alors tout ce qui est sur la terre, nous devons les posséder. C'est vraiment important. Et pour les posséder, il faut justement passer par la porte appropriée, qui est celle du travail, de l'action appropriée. Et c'est ça. Je suis désolé, il n'y a pas d'autres issues. Vous voulez dire que même si on est croyant, il faut être un croyant actif? Très important. Sinon, on va juste blâmer les autres. Et c'est en cela même dans l'église, lorsque quelqu'un essaie de dire non, non, lui, est-ce que vous savez comment il a fait pour réussir? Et celui qui dit ça, qu'est-ce que lui il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il faut être acteur, il faut être actif. Nous savons clairement qu'il y a des croyants actifs et des croyants inactifs. Que dites-vous alors par rapport aux croyants inactifs? Il est important que ces croyants, justement, puissent se donner les opportunités, se donner les outils pour pouvoir agir. Il y a un verset que j'aime beaucoup qui dit « Le Père travaille jusque maintenant ». C'est le Christ qui parle et dit « Moi aussi, je travaille ». Alors, si nous devons être les imitateurs de ce Christ, il est important que nous aussi, nous puissions lui emboîter les pas en devenant un acteur de notre vie. Très important. Vous savez, il y a eu des enseignements qui avaient pilulé en disant « Mais vous savez, sur la terre, il faut laisser les choses du monde. Vous savez, l'argent, ça appartient aux païens, etc. » Mais celui qui dit ça, c'est de l'hypocrisie. Pour manger, le moyen de change, c'est la monnaie. On en a besoin. On nous dit non, mais laissez les choses de la terre, vous irez au ciel. Mais pour le moment, vous n'êtes pas au ciel, vous êtes sur la terre. Heureux les pauvres, car
car le royaume des cieux leur appartient, etc., etc., etc. Mais c'est parce que la Bible a dit. Il dit, heureux les pauvres en esprit. C'est un autre concept que nous allons développer un autre jour. Oui, Ange Balougou, vous parlez comme si tous les croyants sont des chrétiens, tous les croyants actifs sont des chrétiens, ou tous les croyants inactifs aussi sont des chrétiens. Et les autres, qu'est-ce que vous dites? Non, mais ce que je suis en train de développer, ou nous sommes en train de développer ici, c'est universel. Nous ne sommes pas en train d'enseigner les doctrines d'une église. Non, c'est des vérités universelles qui sont valables pour les croyants, les chrétiens, les non-chrétiens. Toute personne qui a la raison et qui veut faire évoluer sa vie doit justement embrasser ces vérités et les rendre opérationnelles dans sa vie. Voilà, à présent on revient sur votre cas concret. Vous êtes un pasteur. Cela veut dire qu'en cette fin d'année, vous allez évaluer votre église? Très important. Très important, il faut le faire. Qu'est-ce qu'on a bien fait? Qu'est-ce qu'on a mal fait? Les objectifs qu'on s'était fixés pour l'église en début d'année, est-ce qu'on les a atteints? Et comment? À quel pourcentage? Qu'est-ce qu'il faut changer pour la nouvelle année? Quelles sont les nouvelles orientations qu'on va se donner pour la nouvelle année? Très important. Parce que justement, lorsqu'on est, au-delà des autres casquettes que j'ai, lorsqu'on est un leader spirituel, mais le développement de ce que nous conduisons dépend justement de nous, des enseignements que nous avons. Or, un aveugle peut-il conduire un aveugle? Donc très important, il faut avoir des objectifs et enseigner à ceux que nous conduisons comment se fixer des objectifs pour que, au cours de l'année, ils puissent se retrouver. Et là même, puisque nous disposons de ces outils-là, on demande quelquefois à nos fidèles, mais tel objectif dont vous m'avez parlé, vous en êtes où? En mars, en février, en avril, c'est des questions qu'il faut poser à ces fidèles. Si véritablement nous voulons voir leur vie décoller, leur vie aller de l'avant. Comment s'évaluer? Pour s'évaluer, très important, il faut d'abord respecter les critères d'objectivité, les critères de vérité, et il faut évaluer son être, je l'avais déjà dit, son faire, son avoir ou ses avoirs, ses objectifs, bref, sa vie et tout ce qui gravite autour. Très important. Et lorsqu'on le fait bien, alors ça nous permet de prendre les bonnes décisions, de fixer les bons objectifs pour pouvoir rentrer dans la nouvelle année. Et comment se faire évaluer par autrui? D'abord, très important, il faudrait que cette personne-là qui va nous évaluer soit, très important, objective, que cette personne soit sincère. Vous savez, il y a des gens qui appellent les gens pour les évaluer, mais ne sont pas prêts à accepter la critique constructive. Très important. La critique nous fait évoluer. Donc permettez qu'on puisse vous critiquer, qu'on puisse vous dire la vérité. Quelquefois, certaines choses si simples sur notre vie, nous n'arrivons pas à les détecter, à les voir. Il faut appeler une tierce personne et rapidement, elle nous dira, mais j'ai remarqué que ça ne va pas. Si nous sommes assez humbles pour accepter le résultat de son évaluation, très simplement, notre vie va décoller. Oui. Comment se faire évaluer? Est-ce qu'il y a des évaluateurs attitrés ou bien c'est à vous-même de chercher quelqu'un qui est expert en évaluation ou bien quelqu'un que vous pensez qu'il est en mesure de vous évaluer? Bon, pour les entreprises, ça c'est le côté professionnel, il faut se faire évaluer par les professionnels. Mais lorsqu'il s'agit d'une évaluation individuelle, il faut juste chercher des gens. Même, vous savez, des gens de votre équipe peuvent vous évaluer. Il faut avoir l'humilité de leur donner la latitude. Même vos enfants à la maison peuvent vous évaluer. Ils peuvent vous évaluer. Ils peuvent vous dire que non, papa, nous avons constaté ci, nous avons constaté ça. Et quelquefois, leur évaluation est souvent la plus sincère.
Et ça nous permet justement de changer des choses. Vous-même qui êtes là, est-ce que vous faites évaluer? Très important, je le fais toujours. Par ma femme, par mes enfants, mon entourage. Même quelquefois, par ce que je conduis. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Ça ne veut pas dire que vous êtes faible. Ça veut juste dire que vous vous connaissez. Et ça veut dire que vous êtes intelligent. Parce qu'au finish, l'évaluation va profiter à qui? Mais à vous. Ça va vous ouvrir les yeux. Ça vous permettra de faire avancer votre vie, de changer les choses. Et lorsque les gens verront les changements, ils donneront le mérite à qui? À l'évaluateur? Non, à vous. Ils diront, mais vous avez évolué, vous avez changé, votre comportement a changé. Waouh! Mais ce mérite-là vous revient. Alors, pourquoi ne pas se faire évaluer? Il faut le faire, c'est vraiment important. Oui, avant de continuer sur notre thème d'une année à une autre, j'ai oublié de le mentionner en début d'émission que vous êtes aussi un écrivain. Oui, bien sûr. Et votre premier document sera celui-ci, je pense? Oui, bien sûr, les 28 erreurs qui sabotent la réussite de votre année. Oui. Et là, nous avons essayé d'énumérer une série d'erreurs que nous commettons chaque année qui mettent en mal la réussite de notre année. Et c'est des outils dont il faut disposer justement pour pouvoir être un bon acteur de son année. Oui, là-dedans vous avez écrit les 28 erreurs qui sabotent la réussite de notre année. Oui. Est-ce que vous pouvez nous résumer les 28 erreurs là? Qu'est-ce que vous avez dit là-dedans dans ce document qui puisse nous aider puisque nous sommes en début d'année pratiquement, hein? Oui, bien sûr. Vous savez, dans ce document, nous avons eu à parler, par exemple, de l'illusion de l'espoir. Vous savez, lorsqu'on est là, on se dit, mais tout ira mieux. Et on ne fait rien. On dit, non, mais au fait, cette année, je n'ai rien fait. Je n'ai rien accompli. Mais l'année prochaine, je crois que, non, que le ciel va m'aider et que tout ira bien. Vous savez qu'on se trompe. Au-delà de ça, l'ignorance même, c'est une erreur. Parce que si nous voulons faire évoluer notre vie l'année qui va venir, il faut justement changer notre niveau de connaissance. Ce que vous ne connaissez pas, vous ne pouvez jamais avoir son résultat. Il y a le manque d'endurance, le manque de persévérance. Certains sont paresseux concernant leur vie. Ils veulent tout, mais ne sont pas prêts à faire des sacrifices. C'est autant de choses qui ont été révélées dans le document. Je crois que ceux qui auront la chance de lire ce document, ça va leur faire du bien et ça va leur ouvrir les yeux justement pour découvrir. Parce que quelquefois, nous faisons certaines erreurs et nous ne nous rendons pas compte que c'est des erreurs qui justement jettent du discrédit sur la réussite de notre année. Oui, nous sommes en pleine période de fin d'année. Ce travail à faire, il est individuel ou bien vous allez le faire d'une manière collective avec votre famille? Bon, ça dépend. Aujourd'hui, lorsqu'on parle même de famille, c'est assez compliqué. Alors, ceux qui pensent qu'ils pourront faire ça en famille, pourquoi pas? Mais l'idéal, c'est que concernant la famille, il faut se faire évaluer dans la famille. Mais la vie de l'homme ne se résume pas à sa famille. C'est pourquoi, de façon individuelle aussi, il faut s'auto-évaluer ou se faire évaluer par une tierce personne. Vous parliez tout à l'heure des critères d'évaluation. Est-ce que vous pouvez les énumérer pour qu'on puisse savoir quels sont les domaines qu'il faut évaluer? Oui, vous savez, bon, je crois que j'avais tellement parlé de ça déjà. J'avais parlé du critère justement de l'objectivité. J'avais parlé du critère de la sincérité, de la vérité. Et nous pouvons par exemple utiliser l'outil que nous appelons l'outil du SWOT. Your strengths, ça ce sont vos forces. Your weaknesses, vos faiblesses. Your opportunities, ou vos opportunités. And your threats, c'est vos menaces. Donc, c'est un outil. Vous pouvez par exemple l'utiliser pour répertorier au cours de l'année quelles ont été
mes forces, là où j'ai réussi, là où j'ai bien fait. Mes faiblesses, vous pouvez aussi énumérer. Maintenant, les opportunités. Qu'est-ce que je peux maintenant saisir? Et les menaces, ce que je dois impérativement vite changer parce que ça me menace. Si je ne change pas, ça risque vraiment de mettre en danger ma vie, mes activités, etc. Cet outil, on peut l'utiliser. Il y en a d'autres. Mais nous n'avons pas voulu être très sophistiqués pour rendre justement ce que nous allons proposer accessible au commun des Togolais et au commun des habitants de la Terre. Oui, pour ne pas être surpris des jours qui s'écoulent d'une année à une autre, comment devrons-nous comprendre même ce concept année? Il est très important de comprendre que dès lors que nous rentrons dans ce monde, par la naissance, nous rentrons dans l'univers fini. Parce qu'il y a l'univers infini, il y a l'univers fini. Je m'explique. Dès lors que vous rentrez dans ce monde, sachez que votre vie a un début et inexorablement, inéluctablement, votre vie aura une fin. Et le temps, c'est la mesure de votre vie. Et l'une des composantes du temps, c'est l'année. Donc, lorsqu'une année finit, vous devez savoir qu'une partie de votre vie vient d'être épuisée. Et ça vous rapproche de votre fin. Et ça nous permet justement de mieux prendre conscience de la valeur du temps, de mieux l'utiliser à bon escient. Parce que quelquefois on se dit non mais on n'a même pas conscience que nous allons partir. Mais nous allons partir, nous ne serons pas éternellement sur la terre. Nous allons inévitablement partir. Mais qu'est-ce que nous faisons de l'année? Et au-delà de ça, le calendrier, de façon conventionnelle, nous a dit que l'année normale est composée de 365 jours et l'année bissextile est composée de 366 jours. Mais moi, je dirais tout simplement que l'année est composée de 3 jours. Hier, aujourd'hui et demain. Hier est parti pour toujours, ne reviendra plus jamais. Il est tombé dans le domaine de l'irrécupérable. Et son expérience ne peut plus se faire qu'en penser. Et on peut, par rétrospection, en regardant dans les rétroviseurs, tirer les leçons d'hier. Mais très important, si nous ne sommes pas les bons acteurs de notre aujourd'hui, mais hier sera un hier regrettable. Mais normalement, hier devrait être un bon souvenir. Mais demain, j'en viens à aujourd'hui, mais demain vient, mais n'est pas encore là. C'est une sorte de seconde chance. C'est un prolongement d'aujourd'hui. Et au-delà, aujourd'hui. Mais avant de parler d'aujourd'hui, il y a des gens qui vivent dans hier. Lorsque vous vivez dans hier, excusez-moi le terme entre griffes, mais vous allez perdre votre aujourd'hui. Il y a des gens qui se disent j'étais si, j'étais telle personne. Mais si vous ne l'êtes plus, oubliez ça et avancez. Il y a d'autres choses que vous pouvez devenir mieux que celui que vous aviez été. Travaillez à cela. Oubliez ça. C'est vraiment important. Et aujourd'hui est le seul jour qui soit empiriquement constatable. Et c'est en ce jour que nous pouvons agir. Tous les projets que nous avons, tous les objectifs que nous avons, nous pouvons justement les accomplir à partir d'aujourd'hui. Et aujourd'hui dispose d'un élément central que nous appelons le hic et nunc, ici et maintenant, l'immédiat, l'actuel, le présent. Et le français le dit si bien, le présent, un présent, c'est un cadeau. Il faut bien l'appréhender, il faut bien le saisir pour tirer le meilleur de lui. C'est en cela qu'il faut aborder aujourd'hui dans la dynamique ou dans la perspective d'acteurs et non de spectateurs. Parce que plusieurs ont gaspillé leur aujourd'hui. Mais nous devons savoir que lorsque aujourd'hui est sur le point de prendre fin et nous allons aborder
un nouvel aujourd'hui, nous avons perdu une partie de notre vie qui nous rapproche de notre fin. C'est vraiment important. Et très important, comment pouvons-nous faire pour tirer le meilleur d'aujourd'hui? Il faut vivre le jour avant le jour. C'est-à-dire le jour présent, il faut le vivre avant même que ce jour n'arrive. C'est vraiment important. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est un chapitre du volume 2 de l'ouvrage dont nous venons de parler, de la collection Mon meilleur cadeau. Là, le livre est intitulé « Découvrir le meilleur jour de l'année » que les téléspectatrices, téléspectateurs pourront précommander après en contentant justement l'émission Idée. Alors, très important, avant d'aborder le nouvel aujourd'hui, il est important de se fixer des objectifs, de se fixer qui nous voulons devenir en fin de journée. Et en nous visualisant dans la journée, vous savez, nous avons l'impression d'avoir déjà vécu le jour avant même que cela ne commence. Parce que le temps est glissant. Si on ne fait pas attention, si on ne se fixe pas des règles, on n'a pas une ligne de conduite dans la journée, on n'a pas une feuille de route qui va dicter nos actions, mais le temps passe si vite. Et ça, c'est la gestion micro qu'il faut faire du jour d'aujourd'hui. Mais cela nous conduit justement à faire une gestion macro de l'année, puisque le thème dit d'une année à une autre. Pour rentrer maintenant dans la nouvelle année, il faut se projeter dans la nouvelle année. À partir justement de notre évaluation, les décisions qui ont été prises, les règles qui ont été adoptées, les objectifs fixés, les orientations qu'on s'est données, alors il faut se projeter. Parce que j'avais parlé entre-temps de l'être, de l'évaluation de l'être. Alors se dit, en fin d'année, je veux devenir telle personne. Vous savez, lorsque nous écrivons les projets, il y a l'objectif global. Et après, il y a les objectifs sous-jacents ou les objectifs spécifiques. Mais il y a une partie que nous appelons les résultats attendus. Ça veut dire que je dois me dire, en fin d'année, voici les résultats que je dois avoir. Et je dois me voir en fin d'année. Par exemple, nous sommes toujours en 2021, à sa fin. Je dois me projeter en 2022 en me voyant en décembre 2022 tel que j'aimerais devenir, avec les actions déjà accomplies, avec les résultats déjà obtenus, avec les objectifs atteints. Et en faisant cette projection, je définis les moyens d'action, ce que je dois faire. Parce qu'il y a des gens, justement, qui ont des objectifs vraiment alléchants, mais ne définissent pas, justement, les actions à mener pour réaliser ces objectifs-là. C'est une perte de temps. Il faut définir des moyens d'action. Et à partir de là, nous avons l'impression d'avoir fini l'année. Avant qu'elle ne commence. Avant même qu'elle ne commence. Exact. Et très important, cela déclenche une énergie que j'appelle l'énergie oméga à nous. Vous savez, vous êtes galvanisé puisque vous voyez quelque chose que les autres ne voient pas. Vous voyez des résultats au terme de l'année. Et puisque vous avez déjà visualisé cela, vous êtes projeté dans ça, c'est comme si que l'année arrive très rapidement pour que je puisse commencer le chantier de mes objectifs. Vous êtes pressé de rentrer dans l'année. Vous êtes pressé justement d'accomplir ces objectifs qui vous talonnent. C'est vraiment important. Et c'est cette énergie oméga qui vous galvanise. C'est une sorte de motivateur. Ça vous motive à agir.
C'est en cela que celui qui a véritablement des objectifs, qui s'est vraiment projeté, il n'est pas pusillanime, il n'est pas veule. Il est proactif. Il veut agir. Et très important, il doit communiquer. Vous savez, cette façon de voir s'il conduit une équipe à son équipe pour que, collectivement, le navire de leur projet puisse être conduit à destination. Cela veut dire qu'en cette fin d'année, si nous prenons deux individus, le premier individu qui a déjà son plan de l'année prochaine, oui, et le deuxième individu qui n'a pas encore élaboré, qui ne sait même pas qu'il faut élaborer, quels seront les comportements des deux? Vous savez, le premier qui a élaboré un plan, c'est comme un entrepreneur qui a en main, avec les moyens, le plan architectural de la nouvelle maison qu'il va construire. Il a les moyens, j'ai bien dit les moyens, et le plan. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais il construit. Il veut même vite faire pour pouvoir terminer l'année dans le temps. Mais l'autre, il est là. Ce qu'il vient, il prend. Celui qui ne sait pas fixer un plan, ce qui vient, il prend. Si vous lui dites, mais tu fais quoi? Tu peux m'aider à faire ceci? Il le fait. Tout ce qui vient, il prend. Et sa vie va dans tous les sens. Et au finish, quelle évaluation il va se faire? C'est pourquoi il est impératif de pouvoir avoir un planning de son année. Par la projection. Il faut se projeter dans l'année. Vous voulez dire qu'en cette fin d'année 2021, oui, ceux qui peuvent s'évaluer, c'est ceux qui avaient fixé les objectifs en 2020. Oui, bien sûr. De ce que sera l'année 2021. Bien sûr. Donc à la fin de 2021, ils peuvent s'évaluer. Voilà. Et ceux qui n'avaient pas fixé le plan alors? Ils peuvent aussi s'évaluer en se disant que je ne m'étais pas fixé des objectifs. Alors maintenant, j'ai raté peut-être l'année. Ou bien il y a eu de piètres résultats. Mais maintenant que j'ai compris, alors je vais me fixer des objectifs. Parce que, comme vous l'avez dit, celui qui demande à un entrepreneur de lui construire une maison, lorsqu'il vient pour vérifier, il prend quoi? Il prend le plan. Il vient voir, est-ce que la maison est conforme au plan? C'est ça l'évaluation. J'ai eu un plan. Un planning décliné en de différents modules avec un timing. Alors, en fin du timing, je viens pour constater, est-ce que la construction est conforme à mon plan? Si c'est conforme, ça veut dire que j'ai eu un 100%. Si ce n'est pas conforme, qu'est-ce qu'il faut faire pour terminer l'année avant d'entamer peut-être une nouvelle construction? C'est de ça qu'il s'agit, de façon caricaturale. Oui, et pasteur Ange Balogun, ce planning annuel, il est propice aux enseignants, aux journalistes, aux commerçants, à un chauffeur, qui sont ceux-là qui sont spécifiquement concernés, ou bien c'est pratiquement tout le monde? C'est tout le monde. Que ce soit les entreprises, que ce soit une équipe, quel que soit le domaine d'activité d'une personne, il est important d'avoir un planning. Vous savez, je disais iréniquement à quelqu'un la dernière fois, que vous savez, lorsque quelqu'un qui vend du Pure-Rota, qui prend peut-être du Pure-Rota, le sachet à 350 quelque part, ou bien à 250, et qui les vend en détail, cette personne-là, si elle se fixe des objectifs au cours de l'année, en disant, mais avec les 250, j'arrive à vendre peut-être 1000 francs. Ces 1000 francs-là, je vais augmenter, je ne vais pas tout consommer, je ne vais pas consommer le bénéfice, mais je vais augmenter mon chiffre d'affaires en achetant maintenant 2 sachets. Et à partir de là, je vais voir si je peux ajouter du yaourt. Vous allez voir que justement, son comportement va changer. En cette fin d'année, au lieu peut-être d'aller acheter des pagnes, de faire une grande fête, avec les petits moyens qu'elle obtient à partir de ce travail pénible, elle va se dire non, je vais investir parce que j'ai des objectifs. Je veux faire du yaourt. Vous serez étonné qu'en fin d'année 2022, cette personne-là peut avoir un congélateur et c'est une entreprise qui démarre. Donc, ce planning de l'année, ça concerne tout le monde. Oui, ça c'est au niveau individuel. Prenons au niveau continental. Aujourd'hui, notre continent, l'Afrique, est toujours taxé du continent sous-développé.
Pensez-vous que les dirigeants de nos différents pays peuvent s'attendre à avoir un plan global pour le continent africain pour que d'un jour à l'autre, le continent africain émerge? Très important, toute action qui est menée collectivement a plus de résultats qu'une action individuelle. Donc très important, l'Afrique, c'est une entité. Et il est important que les différentes organisations sous-régionales puissent avoir un objectif commun, un objectif global. Ce n'est qu'à ce prix que les différentes énergies au niveau de chaque pays peuvent être conjuguées justement pour faire émerger notre continent. Et c'est vraiment important. C'est vraiment important. Nous devons laisser les individualités ou bien conjuguer les individualités pour que nous puissions avoir un plan collectif pour cette Afrique qui nous est si chère. Parce que, parlant de moyens, l'Afrique dispose tellement de richesses. Mais il faut un plan. Il faut un objectif commun. Ça va de soi que ça permettra justement à l'Afrique de pouvoir être entendue dans le concert des nations. Voilà, le temps qui nous est imparti touche vers sa fin, mais on ne peut pas vous laisser partir, Ange Balougou, sans ces deux dernières questions qui vont arriver. Ce que vous avez fait dans Idée, c'est bien, mais ce n'est pas tout le monde qui comprend la langue de Molière dans laquelle l'émission Idée est faite. Et nos parents, nos frères, nos sœurs, qui continuent par vivre la vie de tous les jours, la vie quotidienne, telle qu'elle est. En ce début d'année, oui, en cette fin d'année, quel message avez-vous pour eux? Ou bien quel planning vous-même vous faites pour que les gens puissent changer leur rythme de vie et ne pas vivre comme ils le faisaient hier? C'est ce que nous sommes en train déjà de faire sur ce plateau. Vous savez, aujourd'hui, c'est vrai que ce ne sont pas tout le monde qui comprenne la langue de Molière, le français, mais vous savez, plusieurs aujourd'hui quand même arrivent à comprendre un peu. Et très important, dans chaque communauté, il y a toujours des élites. Et c'est le devoir, justement, de ces élites de conscientiser les autres. Nous allons le faire à notre niveau. Mais si tout le monde se met à le faire, vous voyez que nous allons éclairer nos communautés. Et c'est important de le faire. De mettre ces informations, de démystifier justement ces informations à leur niveau, de leur dire qu'il est important justement de se fixer des objectifs, de faire un planning pour la nouvelle année. Les élites, c'est ça notre mission. Tout à l'heure, vous avez dit, nous avons un temps infini et le temps fini. Oui. Le temps fini est individuel. Et lorsque vous approchez de votre limite, devrons-nous être inquiets? Devrons-nous être joyeux? Comment allons-nous aborder cette période du crépuscule de notre vie avant de quitter la vie? Nous sommes de façon individuelle sur Terre avec des objectifs divins. Donc, lorsque nous sommes au soir de notre vie et nous avons vidé les choses que le Créateur a déposées en nous, vous voyez que nous sommes heureux. Mais lorsqu'on a vécu seulement pour nous-mêmes, lorsqu'on a vécu seulement dans l'égoïsme, dans l'égocentrisme, sans justement apporter cette valeur ajoutée à l'humanité, c'est en ce moment qu'on est inquiet. Maintenant que nous avons l'opportunité, très important, vivons bien, aidons les autres, accomplissons les desseins pour lesquels nous sommes sur Terre et que notre vie soit une solution pour les autres, que les potentialités, les capacités qui sont enfouies en nous, extériorisons-les, aidons l'humanité avec. C'est en cela que notre vie serait une réussite et aura une fin heureuse. Avant de remettre l'antenne à la régie pour la suite des programmes de la télévision nationale, je vous pose une autre question. Est-ce que l'émission Idée ne nous a pas demandé? Vous pouvez le dire? Non, mais je serai toujours dans
le cadre de notre thème, juste pour dire que il est important de savoir ceci. Lorsque nous allons à des funérailles, nous entendons des oraisons funèbres qui fait l'éloge de l'illustre disparu. Mais quelquefois, ceux qui sont là, ils savent que ce qu'on dit n'est pas vrai. Parce que justement, l'oraison funèbre, c'est maintenant qu'il faut l'écrire. Et aujourd'hui, par nos actions, nous avons l'écritoire entre nos mains. Et nous avons encore une nouvelle année, qui est une nouvelle opportunité qui nous est donnée pour griffonner des choses sur la toile de l'histoire. Mais qu'est-ce que nous écrivons? Quel héritage immatériel et matériel nous laissons à l'humanité? Nous devons y penser. Enfin, faisons de notre vie un rêve et réalisons-le à tout prix. Merci, pasteur Ange Balougou, un sociologue, un écrivain. Merci d'avoir accepté venir dans Idée pour parler d'une année à une autre. Nous allons à présent remettre l'antenne à la régie pour la suite des programmes de la télévision togolaise. Notre réalisateur du jour, Lindalo, merci pour ta technicité. Entouré de tous tes collaborateurs, les caméramans, les preneurs de son, les synthétiseurs, merci à vous tous, tout ce que vous fournissez pour la télévision togolaise, précisément au niveau de l'émission Idée. Chers téléspectateurs, infatigables téléspectateurs, merci pour votre fidélité à cette émission. Nous allons nous retrouver la prochaine fois avec un autre thème. D'ici là, bye bye.